Vous écoutez Le Cercle des auteurs, le podcast qui met à l'honneur celles et ceux qui publient aux presses universitaires du Septentrion. À chaque épisode, un auteur nous invite à découvrir les coulisses de son ouvrage et à partager son parcours d'écriture. Aujourd'hui, nous accueillons Marianne Cailloux, autrice de Chevaucher le péché, pour nous parler de la Cavalcade des vices, une image marquante où les 7 péchés capitaux chevauchent leur animal allégorique en chemin vers l'enfer. En peinture, sculpture, enluminure, gravure, pièces de théâtre ou fêtes civiques, cette image surgit partout en Europe entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. Les presses universitaires du Septentrion vous souhaitent une excellente écoute. Alors, bonjour, moi je suis Marianne Cailloux, je suis maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches à l'Université de Lille en sciences de l'information et de la communication. Mais à l'origine, j'ai un parcours histoire de l'art et histoire culturelle de l'image ancienne. Et si je m'intéresse aux cultures visuelles du Moyen-Âge, c'est parce que j'ai fait ma thèse sur la peinture murale médiévale dans les Alpes. Et c'est ce qui m'a amenée à continuer à travailler sur les images anciennes, même si aujourd'hui j'élargis un petit peu plus, déjà depuis une dizaine d'années, mes champs de recherche sur les images, puisque ça m'arrive de travailler sur des objets vraiment médiévaux, mais aussi de la période moderne, de l'Ancien Régime, et des choses plus récentes. Je travaille en ce moment à l'INA sur de la série télévisée. La cavalcade des vices, c'est une image mentale et une image matérielle qui a été représentée dans les arts à partir du XIVe siècle à travers toute l'Europe continentale, principalement en Europe occidentale et en Europe centrale. Donc c'est une image qui représente 7 personnes, hommes et ou femmes, qui sont à cheval sur des animaux différents. Ils sont généralement enchaînés ou attachés ensemble. C'est une procession en fait de damnés dont les animaux qu'ils chevauchent représentent les comportements déviants des péchés dont ils sont allégories, et ils vont tous comme ça cheminant vers l'enfer, qui est représenté généralement par une énorme gueule infernale dont jaillit du feu avec des démons, de la musique. Et c'est une image qui est moralisante en fait, qui se développe à un moment de l'essor des ordres mendiants, donc au début du XIVe siècle, où de plus en plus les sacrements deviennent importants, et le rôle des ordres mendiants, donc les dominicains et les franciscains, va être de rappeler aux populations, mais aussi aux encadrants des populations, donc les prêtres par exemple, qu'il est important de se confesser avant de communier. Et il faut communier, pas trop souvent, une fois l'an. Et pour communier, il faut être capable de faire la liste de ses péchés pour obtenir l'absolution. Donc les péchés capitaux, le but de cette image, c'est de rappeler cette liste dont on ne doit pas oublier un seul des chapitres quelque part. Et ces images, en fait, elles servent à rappeler. En fait, c'est un dispositif mémotechnique. Ce n'est pas pour apprendre, si vous voulez, les 7 péchés capitaux. C'est vraiment dans un but de remémoration que ce motif se développe. Et c'est particulièrement révélateur des sociétés anciennes et de la société de la fin de la période du Moyen-Âge, parce que c'est une image qui est complexe. C'est une image qui est très riche, où on accumule en fait des signes, de symboles, des renvois analogiques à d'autres images, etc. Et elle est aussi, alors comme toutes les images morales en fait, mais pour celle-là en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est de voir la quantité d'occurrences que j'ai pu trouver. Et je suis sûre que le compte va continuer, parce que j'ai 130 occurrences en peinture murale et quelques-unes en sculpture de cette image-là. Je ne compte pas bien évidemment les représentations gravées, les représentations en manuscrit enluminé, mais c'est un des plus gros corpus européens d'images morales. Bon, vous avez d'autres images morales, comme par exemple la danse macabre, le triomphe de la mort, le dit des 3 vifs et des 3 morts, qui sont nettement moins nombreux en fait à travers l'Europe, ne serait-ce que parce que nous faisons rarement des enquêtes européennes. Or, parfois nous faisons des enquêtes nationales, généralement c'est plutôt régional pour la peinture murale, et donc c'est une des premières tentatives de recenser un motif médiéval à l'échelle de tout un continent. Moi, ma spécialité, c'est la peinture murale. Et il se trouve que dans les Alpes, la peinture murale, elle est en étroite relation avec un autre type de média qui est le théâtre religieux.
J'avais écrit il y a quelques années un article justement sur les relations entre l'image et le texte, donc entre le théâtre et la peinture murale, en suivant les travaux de Marianne de Polo de Beaulieu ou de Nadine Enrard sur le fait qu'il n'y a pas de préséance entre le texte et l'image, mais au contraire, on a deux médiums qui interagissent ensemble et qui créent des nouvelles symboliques, des nouvelles sémantiques. Et il se trouve qu'on a dans les Alpes un cas à Bessan, en Savoie, dans la vallée de la Haute-Maurienne, des églises, enfin une chapelle en tout cas, qui a un décor avec cette représentation de la cavalcade des vices. Vous avez les vertus tout en haut, avec la Jérusalem céleste, au milieu la cavalcade des vices et puis en dessous les punitions. Et on a un document du XVIIe siècle qui explique que dans cette chapelle étaient conservés les décors et les échafaudages qui permettaient de faire la pièce de théâtre religieux qui représentait le jugement dernier et la passion du Christ. Et dans le texte, on a le texte par ailleurs de ce mystère-là, on nous raconte que quand c'est la fin des temps, défile la cavalcade des 7 péchés capitaux. Et une hypothèse, parce que c'est pas le seul dispositif qu'on ait de ce genre-là, où vous avez la peinture murale à l'extérieur de la chapelle et où on sait que la pièce de théâtre était donnée contre le mur de la chapelle, on pense que la peinture murale servait de toile de fond à ce dispositif-là. Et ça, le fait qu'on puisse manifester en spectacle vivant une image mentale qui est aussi une image matérielle peinte sur les murs ou représentée dans les manuscrits, ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement représentatif en fait, de la sophistication de la pensée médiévale et du rapport à l'image en fait de cette société. Le lien entre mon précédent ouvrage et celui-là, c'est effectivement que c'est mon travail de thèse qui m'a permis de découvrir la cavalcade des vices, puisque j'en avais quelques occurrences en vallée de Suse. C'est une petite vallée du Piémont qui se trouve entre la frontière française et la ville de Turin. C'est sans doute une des vallées alpines les plus fournies en peinture murale, puisqu'on est à une zone c'est l'autoroute des Alpes, en fait, la Via Francigena. C'est là où se faisait le plus de circulation, c'était densément peuplé. Et donc, on a énormément de peintures. Il y a plus de 70 peintures qui sont conservées, de sites peints qui sont conservés dans cette chapelle-là. Donc en Val de Suse, j'en ai 3 ou 4. Et juste de l'autre côté de la frontière, donc à 30 km de là, dans les Hautes-Alpes. Alors évidemment, il y en a aussi en Savoie, il y en a aussi dans les Alpes-Maritimes, mais là où il y en a le plus, en fait, c'est dans les Hautes-Alpes. Clairement, il se passe quelque chose là. Voilà. Et ce nouveau livre, quelque part, m'a permis de découvrir le pendant français, en fait, de mon travail de thèse, en m'articulant d'abord sur ce motif-là en particulier, mais il se trouve que je suis aussi en train de préparer un autre livre qui fera le tour de toutes les peintures murales médiévales des Hautes-Alpes, parce que c'est une région où il y a énormément de peintures, il y a plus de 30 sites peints, c'est le plus gros département avec des peintures de très très belle qualité de conservées de notre pays. Et on voit là aussi qu'il y a une densité, pas seulement une densité de peinture, mais aussi une sophistication dans les thèmes qui sont choisis. Et c'est très clairement lié avec la présence des ordres mendiants et principalement des franciscains, qui sont beaucoup plus implantés dans cette partie-là des Alpes qu'ailleurs, par rapport à la Savoie dont on parlait à l'instant, ou plus bas les Alpes-Maritimes, parce que dans le Dauphiné, dans les Hautes-Alpes, comme en Val de Suse d'ailleurs côté italien, il y a des hérétiques. Et il y a un enjeu par rapport aux hérétiques alpins qui sont les Vaudois, par rapport au choix de la cavalcade des péchés, parce que quand on parlait tout à l'heure de à quel point ce livre m'avait emmené voir des choses, découvrir des choses à travers toute l'Europe, il se trouve que les hérétiques vaudois ont laissé derrière eux des manuscrits. Et souvent on parle des Vaudois uniquement du point de vue de la théorie de la réception et à travers le témoignage indirect, puisque pendant très longtemps on a pensé que les seuls textes, la seule façon d'accéder à la pensée vaudoise, c'était à travers les procès d'inquisition par exemple, ou des témoignages indirects. Et il se trouve qu'en fait, on a une toute petite collection de manuscrits produits par des pasteurs vaudois, des barbes vaudois. Il y en a 3-4 à Genève. Le plus gros de cette collection se trouve à Trinity College à Dublin et à l'université de Cambridge. Et je suis allée consulter les deux collections effectivement parce que je voulais comprendre s'il y avait un rapport avec les hérétiques vaudois et le fait que là où ils sont, en tension mais aussi intégrés dans leur territoire, entre le XIVe et le XVIe siècle, pourquoi est-ce qu'ils sont
là où ils sont le plus présents dans les Alpes, c'est là où on a le plus d'occurrences de cette cavalcade des vices. Et il se trouve que dans les manuscrits vaudois, on a 2 bestiaires. Donc c'est un livre moralisant qui prend les animaux comme exemple. C'est quelque chose qu'on a par ailleurs dans la littérature chrétienne depuis l'Antiquité, pas de problème. Et il se trouve que les Vaudois ont leur version. Et que dans cette trentaine de manuscrits, donc ce sont des miscellanés, c'est des mélanges de plusieurs textes qui sont reliés dans 30 manuscrits différents. Dans cette trentaine de manuscrits, on a des dizaines et des dizaines de traités qui parlent du péché. Et clairement, le péché, c'est un sujet qui parle aux Vaudois, qui les concerne. La confession est un sacrement pour eux qui est très très important, parce que ce qui différencie ces hérétiques-là par rapport aux chrétiens doctrinaux, dogmatiques, c'est le fait de se passer d'intermédiaire, que ce soit le bâtiment de l'église ou la personnalité du prêtre, cette hiérarchie ecclésiale, c'est ça que les Vaudois rejettent en fait. Mais par contre, le rapport intime à la divinité par le rapport au livre, comme les proto-protestants en parallèle. Le fait de parler directement à Dieu par la confession montre que les Vaudois ont vraiment un rapport très particulier avec le péché. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Ils ont des traités qui vont vous lister des dizaines, voire des centaines de péchés véniels qui découlent des 7 péchés capitaux. Et il y a cette utilisation de l'image de l'animal pour parler du péché. Et c'était Pierrette Paravi qui, dans les années 90, avait fait sa thèse sur le Dauphiné et qui avait posé comme hypothèse le fait que peut-être qu'il y a certaines images qui se développent dans les chapelles alpines en Dauphiné pour parler aux différents types de publics. Et que donc, quelque part, moi j'en suis venue à parler dans ce livre de l'hypothèse que peut-être l'image de la cavalcade des vices, c'est un espace de rencontre culturelle, en fait, un espace d'acculturation, parce que c'est une image qui va être élaborée en milieu franciscain, et les franciscains sont loin d'être bêtes. Ils vont utiliser la cavalcade des vices comme un outil d'enseignement et de remémoration des 7 péchés capitaux à destination des prêtres et des universitaires qu'ils forment. Par ailleurs, ils vont enseigner comment utiliser la cavalcade des vices, comment elle doit être peinte dans les églises, comment elle doit être présentée lors des prédications et des exemples de prédication. Et donc, ils ont une fine connaissance aussi, pour certains dominicains, certains franciscains, de la littérature qui circule en Europe. Et donc, il est tout à fait possible, en tout cas je ne l'exclus pas, que cette image de la cavalcade des vices, ce soit de la part des franciscains un choix délibéré, parce que c'est une image qui est très synthétique, qui permet de dire plein de choses, pas seulement sur la religion, mais aussi sur la société, qu'on sait qu'il y a une tolérance de ce motif-là chez les Vaudois, et que donc ça crée un espace comme ça. C'est une image qui n'a jamais été abîmée. Dans les Alpes, souvent, on impute aux hérétiques le fait de détruire des images qui sont considérées comme idolâtres. Et Pierrette Paravi disait que, effectivement, peut-être qu'on choisit certains motifs qui vont apaiser en fait les Vaudois et qui vont permettre de préserver les églises et d'éviter leur destruction. La réalité, c'est que on sait aujourd'hui qu'il y a peu de chances que les hérétiques aient détruit quoi que ce soit dans les Alpes, et que le vandalisme doit plutôt être attribué au passage de troupes armées plutôt qu'à des querelles de voisinage, puisque ces vallées-là alpines sont des vallées dites acquises, c'est-à-dire où les gens vivent en fait dans une identité culturelle et religieuse qui est en fait plurielle. Les images, elles ont un rôle cathartique. Encore aujourd'hui, on voit particulièrement dans les médias, effectivement, elles ont pour le but de créer, de transmettre un message, de faire circuler une information, plusieurs strates d'information, avec des effets qui peuvent être psychoaffectifs, qui peuvent être émotionnels. Et les images anciennes, parce qu'elles ont cette dimension oratique du passé, elles ont un pouvoir d'émotionnalisation qui est tout aussi prégnant en fait que nos images médiatiques, surtout quand on y rajoute la croyance dans l'art, pas seulement dans le rapport au passé. Quand je parlais tout à l'heure d'une image de tolérance par rapport aux hérétiques et au fait que chez les Vaudois, il y a ce refus de l'intermédiaire. Finalement, quand on est face aux images, on est seul. On peut être en groupe, mais on est seul. On va injecter du sens dans l'image qu'on regarde, peu importe si c'est une image ancienne ou une image actuelle. Et donc, il y a un rapport intime, en fait, qui se crée avec l'image, qui va avoir un potentiel d'agir, en fait, de ce qu'on comprend de cette image morale, de ce qu'on est capable d'associer en fait comme idée, comme sens à cette image. Et quelque part, ça
ce sont des images qu'on peut investir en fonction de nos propres représentations du bien et du mal et quelque part, qui poussent encore aujourd'hui à une réflexion, en fait, sur les fins dernières, et sur la place qu'on a dans la société et sur, comme je le dis souvent à mes étudiants, le fait de faire le moins de mal possible. Ce livre-là, fait hors d'un contexte académique, même si, s'appuyant sur une lourde bibliographie, scientifique, avait pour but de faire partager l'intérêt, en fait, et la richesse de la peinture murale et des Alpes, mais plus largement aussi une réflexion sur la société médiévale. Ce qui a largement dépassé, en fait, cet objet-là, puisqu'au final, je pars de l'Antiquité et puis je vais jusqu'au XVIIIe siècle. Et je parcours la littérature, la peinture, mais aussi la question du politique, du religieux, etc. Mais de l'émotion aussi dont je parlais tout à l'heure. Et puis, j'en ai pas parlé encore, mais la question de la transgression, du rapport au genre, des contre-récits, etc. C'est des choses que j'aborde en fait. Donc quelque part, c'est pas parce que c'est un objet ancien qui s'inscrit en histoire ou en histoire de l'art que ce n'est que ça. Et moi, mon but, ou en tout cas mon espoir, c'est que ce soit un livre qui s'adresse à tous les passionnés d'art et d'histoire. Je pense qu'il sera particulièrement bienvenu pour les personnes qui habitent dans les Alpes et dont notre territoire et notre patrimoine peinent parfois à être visibles au sein des autres plaisirs de la montagne que nous avons. Mais voilà, je pense que c'est un livre qui s'adresse largement à toutes les personnes qui sont interpellées par le rôle des images dans nos vies, dans les vies du passé, sans distinction en fait d'une discipline, puisqu'il y a vraiment une interdisciplinarité certaine dans cet ouvrage, mais aussi sans distinguo de compétences, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille être universitaire pour rentrer dans ce livre et qui peut s'adresser à un large public d'amateurs plus ou moins avertis. Vous venez d'écouter un épisode du Cercle des auteurs. L'ouvrage Chevaucher le péché est disponible sur notre site internet septentrion.com. Les presses universitaires du Septentrion vous remercient pour votre écoute et vous attendent nombreux sur leurs différents réseaux sociaux.